Et si les fondations de notre monde reposaient sur le choc de deux civilisations presque oubliées? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Un véritable voyage aux racines de deux modèles de pouvoir antiques qui se sont affrontés et dont l'héritage, il nous façonne encore aujourd'hui. Voilà la question qui va nous guider. Et la réponse, croyez-moi, elle pourrait bien bousculer quelques-unes de nos certitudes. Parce que, figurez-vous, ce que les découvertes archéologiques nous racontent, c'est l'existence d'un tout autre monde, une société pré-patriarcale qui a prospéré pendant des milliers et des milliers d'années, avant d'être littéralement balayée de l'histoire. Alors, c'est parti. Plongeons dans cette première partie de notre récit, cette civilisation qui existait bien avant celle que nous connaissons. Ce que les archéologues, et notamment la grande Maria Gimbutas, ont mis au jour, c'est une culture vraiment fascinante. Imaginez, l'art est saturé de symboles féminins, ce qui suggère un culte très fort de la fertilité et de la terre-mère. Les sociétés semblent être sédentaires, agricoles, et surtout ce qui est frappant, c'est qu'on trouve très peu de fortifications ou d'armes. Tout ça, ça pointe vers une organisation sociale bien plus horizontale et pacifique. Mais voilà, ce monde est sur le point de basculer. Une nouvelle force apparaît à l'Est, et elle apporte avec elle un changement radical. Pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut qu'on s'arrête un instant sur cette théorie centrale. C'est l'hypothèse Kurgan, du nom des tumulus funéraires qu'on trouve dans la steppe. En gros, elle postule que les locuteurs de la langue originelle qui a donné naissance à la plupart des langues européennes et asiatiques venaient de cette région bien précise. Et ce grand bouleversement, il a un nom, les Yamnaya. C'est ce peuple, issu de cette culture Kurgan, qui va entamer une migration massive et décisive vers l'ouest. Et ça va tout changer. Leur avantage était total. Ce n'était pas juste une technologie, mais un véritable package de rupture, comme on dirait aujourd'hui. Ils avaient le cheval pour la vitesse, le chariot pour le transport et la guerre, et des armes en bronze bien supérieures. En fait, toute leur société était organisée pour la mobilité et la conquête. Alors forcément, le contact entre ces deux mondes, ça ne va pas être une fusion toute douce, non, ça va être une collision. Une collision qui va redéfinir l'Europe pour les millénaires à venir. Et là, on voit bien l'opposition fondamentale. D'un côté, une société terrienne, centrée sur des déesses de la régénération. De l'autre, une société nomade, patriarcale, tournée vers des dieux du ciel guerriers, comme les futurs Zeus ou Thor. C'est vraiment deux visions du monde totalement incompatibles. Cette citation, elle est tirée de l'analyse des données génétiques, et elle est brutale, mais directe. Elle décrit la nature de cette prise de pouvoir, non pas comme une simple assimilation culturelle, mais bien comme un remplacement de population. Et ce chiffre, 80%, il est juste stupéfiant. Des études génétiques à très grande échelle comme celle de Haak en 2015 ont confirmé ce remplacement massif de la lignée masculine. Là, on a la preuve scientifique, irréfutable, de l'ampleur de cette migration et de son impact démographique. Ce remplacement génétique a servi de ciment à une toute nouvelle structure sociale. La femme, déracinée de son clan, perd son réseau de protection. L'héritage par les hommes, ça assure le contrôle de la propriété privée, surtout le bétail. Et tout en haut de la pyramide, une nouvelle idéologie valorise la gloire guerrière par-dessus tout. Le patriarcat était né. Mais alors, est-ce que ce modèle était une sorte de fatalité universelle? Pas du tout. Allez, on change complètement de décor. Voyageons maintenant vers le sud, en Afrique, pour découvrir un contre-exemple puissant et, franchement, fascinant. D'abord, il faut comprendre ce terme clé, Candace. Ce n'est pas un prénom comme les Romains le pensaient. Non, c'est un titre, un rang d'une puissance immense, souvent détenue par la mère du roi, qui pouvait même régner en son propre nom. Et cette chronologie, elle montre bien que ce n'était pas un phénomène isolé, un accident de l'histoire. Pendant près de 500 ans, des femmes ont exercé le pouvoir suprême dans l'un des plus grands empires d'Afrique, bien après que l'Europe ait basculé dans son modèle patriarcal. Et attention, leur pouvoir n'était pas que symbolique, loin de là. Amanirenas a défié Rome, la superpuissance de l'époque, et a forcé l'empereur Auguste à négocier. Le trésor d'Amanichaketo témoigne d'une richesse colossale. Et Amanitore, elle, était une grande bâtisseuse, laissant un héritage architectural qui a traversé les siècles. Cette description est très révélatrice. Pour un Romain, une femme au pouvoir, et surtout une reine guerrière, c'était une anomalie, une sorte de monstre. Comme le précise l'historien Claude Rilly, pour les Romains, le pouvoir féminin était soit monstrueux, comme celui des Candacées, soit manipulateur, comme celui de Cléopâtre. Ça montre à quel point leur vision du monde était déjà radicalement différente. Alors, que reste-t-il de ces deux récits? Comment ces histoires millénaires résonnent-elles encore aujourd'hui? C'est ici que le passé rejoint notre présent de la manière la plus directe qui soit. En 2019, pendant les manifestations au Soudan, les femmes en première ligne ont été surnommées Kandaka, en référence directe à ces reines antiques. Le symbole d'Amanirenas défiant un empire est devenu une source d'inspiration pour une nouvelle génération qui se bat pour sa liberté. Et c'est la question que cette analyse nous laisse au final.
Comprendre que des structures comme le patriarcat ne sont pas des fatalités biologiques, mais bien des constructions historiques, et surtout que d'autres modèles ont existé, eh bien ça change profondément notre perspective sur le présent et, qui sait, peut-être aussi sur l'avenir.